Actuellement, je vis au Canada, mais je suis en train de préparer un retour vers le Cameroun, mon pays d'origine. Le retour en lui-même, je ne sais pas encore si ça sera un retour définitif ou temporaire sur une certaine période, mais quand cela ne tient, c'est un retour dans lequel j'aimerais faire le maximum de choses qui vont changer pas mal le quotidien de vie de bon nombre de Camerounais. Donc ça peut être sur un an, sur quelques mois, ça j'en sais rien. Tout va réellement dépendre de comment les choses vont se passer, ou alors ça pourrait même être un retour définitif si tout se passe très très bien. Alors, concernant le retour des diasporas, c'est un sujet très difficile, c'est un sujet assez coriace. Lorsque vous décidez de retourner, vous allez faire face à bon nombre de critiques venant de vos proches concernant le Cameroun, des critiques assez dures, pas simplement le Cameroun, mais de l'Afrique en général. Alors ces critiques, on les connaît tous déjà, c'est la corruption, c'est la sorcellerie, la jalousie, le manque d'emploi, la dureté de la vie, les conditions basiques, élémentaires qu'on devrait avoir pour mener une vie stable n'existent pas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. En fait, l'Afrique, les critiques, en fait, montrent l'Afrique comme étant l'endroit à ne pas y aller, comme étant une hécatombe. C'est quelque chose que c'est classique en fait. Et on est habitué à cela, mais je pense que ce n'est pas ça en fait qui devrait empêcher tout Africain de retourner d'où il vient. Il y a cette relation qui existe entre la terre en Afrique et les habitants qui naissent, qui viennent de cette terre-là. Et ça, c'est indéniable. Et malheureusement, ceux qui pensent vraiment que l'Afrique, ce n'est pas l'endroit à y être et à ne pas mettre les pieds, je pense qu'ils ont vraiment subi les conséquences, les séquelles du néocolonialisme parce que la fuite de tous ces cerveaux qui quittent le continent et retournent et vont en Europe ou en Occident où ils ont une vie assez stable, que ce soit professionnellement ou famille ou sur le plan familial et que après ils ne veulent plus rien entendre parler de l'Afrique. C'est dommage. Bon, il y en a trois catégories. Il y en a ceux qui veulent investir étant à distance. Ça, c'est un investissement prudent. Il y en a ceux qui ne veulent carrément plus entendre parler de l'Afrique. Basta. Ils ont quitté l'Afrique, c'est fini. Là-bas, c'est les cantons. Et la troisième, c'est ceux qui veulent vraiment retourner et impacter les vies. Malheureusement, c'est dommage de trouver des jeunes Africains qui ont cette vue de leur continent. Je vais pas nier que toutes ces problématiques n'existent pas, mais le problème ici, c'est que vous avez eu la possibilité d'avoir une vue globale de ce qui se passe réellement sur le continent. Je pense qu'il y a meilleure solution plutôt que de jeter des pierres comme cela. La meilleure solution vraiment viendra de leur participation. Je pense que si tout le monde essayait de participer, les choses allaient changer d'une manière ou d'une autre sur notre continent. On a besoin des gens vraiment qui ont ces pensées de retour, d'implication. Et rien n'est difficile dans la vie. S'ils ont pu quitter la dureté de vie en Afrique pour se retrouver en Occident, ça veut dire qu'ils ont eu à braver un certain nombre de difficultés, même en s'installant ici en Occident. Donc, pourquoi est-ce que les difficultés qu'il y a en Afrique sont considérées comme des difficultés qu'on ne pourrait pas surmonter? Ça, je ne comprends absolument pas. Mais bon, tel n'est pas le but de la vidéo. Je pourrais aborder ce sujet dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais revenir sur mon retour. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été posées premièrement. Donc, officiellement, je quitte mon poste de manager IT
dans une entreprise ici à Toronto pour un retour au pays. Alors beaucoup l'ont très mal pris. Pourquoi tu quittes un emploi aussi bien payé où tu as vraiment une stabilité pour aller t'investir au pays. Donc ça fait 7 ans que je pense que je suis ici au Canada. Je pense que j'ai assez accumulé comme information, comme formation, comme connaissance et je ressens un besoin vraiment de donner à ma communauté, de donner à mon pays. Et c'est un besoin indéniable que lorsqu'il surgit, tu ne peux vraiment pas te défaire. Et je trouve que c'est exactement le moment de le faire. Plus tard, ça sera tard. Donc, il faudrait le faire une fois que tu as déjà les idées nourries. Il faudrait vraiment, vraiment le faire. Mais avant de le faire, il faudrait vraiment aussi préparer ce retour-là. Sinon, ça sera une catastrophe. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Alors, la première question, c'est quel est le secteur d'investissement dans lequel je m'avais me lancer en Afrique. Vous savez tous, la chaîne parle de technologie et d'innovation, de sciences et tout ça. Donc, je suis entrepreneur tech, je vais aller investir dans la tech. En ce moment, j'ai une entreprise qui s'appelle Nufisoft, qui offre des services de développement de software, des applications mobiles, de conseils, d'infrastructures informatiques, les applications web, des sites internet et plein d'autres activités, services. Donc, l'objectif, ça serait de faire évoluer cette entreprise-là en Afrique en fournissant bien d'autres services digitaux, notamment la photographie, les services par des drones, d'imagerie, d'intelligence artificielle. Il y a pas mal de services, des formations, donc il y a plein de services vraiment. Tout ça, ça va tourner autour du digital en fait. On ne va plus uniquement se concentrer à faire des applications, bien que ça c'est le service principal que nous offrons à Nufisoft. Donc ça c'est mon objectif en fait en retournant au pays, c'est de scaler cette entreprise-là. Et l'informatique, c'est un domaine vraiment, vraiment très évolutif, très en demande, que ce soit principalement ici au Canada ou bien dans d'autres pays ailleurs. On est capable de travailler même à distance et de plus en plus les entreprises ici recherchent des jeunes. Donc mon objectif c'est vraiment d'avoir un hub où je forme des jeunes et j'essaie également de les placer. Et c'est déjà à peu près ce que je fais. Maintenant je vais le faire vraiment à un plus gros niveau. Alors ça, ce sont mes activités. La deuxième question, comment est-ce que je prépare mon départ? Alors, c'est vrai que l'idée était dans ma tête depuis déjà 3 ans. Et c'est juste en mars que j'ai comme décidé que, ok, c'est le moment d'aller, on fait les valises, on y retourne. Mais pour cela, il faudrait vraiment une certaine préparation parce que tu ne sais exactement pas comment les choses vont se passer une fois que tu seras rendu sur place. Avec toutes les difficultés, tous les problèmes que j'ai un peu cités là, tu peux très rapidement être dépassé par des événements. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment prévoir avant de partir? Première chose, assurez-vous d'avoir déjà, d'être en mesure de retourner en Occident au cas où les choses ne se passent pas bien. Ça veut dire qu'il faudrait déjà avoir soit la résidence dans ce pays, le pays d'où vous habitez, ou alors la nationalité. Cela va vous permettre de revenir à tout moment si les choses ne se passent pas bien. Deuxième autre chose, si vous avez eu à faire, pensez à faire un investissement dans votre pays. Ça peut être un investissement immobilier, ça peut être un investissement e-commerce ou bien dans le digital. Cela va vous garantir également une certaine sécurité en fait. Là, vous ne serez pas en train de tout perdre. Donc, c'est ce que nous avons fait, mon mari et moi. On a essayé d'avoir un autre bien immobilier
qui allait nous permettre, que nous allons mettre en location et qui allait nous permettre de revenir n'importe quand si la situation, si les choses ne se passent pas comme on aura prévu, de revenir et de ne pas recommencer totalement à zéro. Donc, avoir des investissements, des biens dans votre pays, le pays que vous êtes en train de quitter en Occident. Troisième chose, si vous avez la possibilité de garder votre emploi, c'est-à-dire que vous pouvez demander une indisponibilité pour 6 mois, 1 an, suivant la durée le temps que vous aurez à mettre dans votre pays d'origine. Alors, ça peut être un congé sabbatique, ça peut être un congé de maladie, d'indisponibilité psychologique, des problèmes psychologiques, vous vous demander dans une période d'indisponibilité. Alors, c'est pas tous les emplois, c'est pas tous les emplois qui offrent cela, mais si vous pouvez vraiment garder votre emploi et prendre des longs congés comme cela, ça serait l'idéal vraiment. Là, ça vous rassure que si les choses ne se passent pas correctement, vous revenez, vous avez votre bien, vous avez votre emploi, vous ne recommencez pas à zéro en fait. Et c'est vraiment le top des tops. Donc ça, c'est à peu près quelques éléments qu'il faudrait mettre en place avant de dire que vous allez comme cela en aventure, parce qu'avec toutes les citations qu'il y a derrière de pouvoir vraiment réaliser son projet, parfois on oublie vraiment à assurer ses arrières. Donc ça, c'est à peu près comme cela qu'on s'est préparé avant de quitter. Donc pour moi, ça a été un peu le cas vu que je fais dans l'informatique. J'ai la possibilité même pour moi de ne même pas perdre mon emploi ou bien de travailler à distance. Donc, si vous avez aussi un travail comme ça, je pense que ça serait vraiment idéal pour vous. Vous serez en mesure de facilement travailler, de faire évoluer votre projet localement en même temps en travaillant à distance. Je pense qu'avec la COVID, de plus en plus les entreprises se sont mises à distance. Donc, du coup, c'est un excellent moment pour vous de se lancer vraiment dans cette aventure, de travailler à distance étant au pays et en investissant vous investissant sur votre projet. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme préparation? Je pense que c'est à peu près vraiment les choses majeures à faire pour une bonne préparation, pour un retour. Maintenant, concernant au pays même, c'est sûr que la préparation pour l'arrivée là-bas, c'est un peu difficile parce que on n'y est pas. Donc les choses vont se passer telles on va les vivre. C'est sûr que l'idéal serait d'avoir été là-bas quelques fois durant les mois qui précèdent le retour définitif, juste pour tabler, pour s'assurer que on ne va manquer de rien, qu'on sait exactement là où on va être logé, qu'on connaît déjà exactement comment la vie se passe là-bas. Mais concrètement, pour moi et mon mari, je pense que nous, on connaît exactement comment les choses se passent là-bas. Ça fait 2 ans qu'on y était et on a vécu la majeure partie de notre vie là-bas et c'est notre pays d'origine. Si ça avait été un autre pays différent, là, les choses allaient être un peu compliquées parce qu'on ne maîtrisera rien. Mais vu que on connaît exactement comment les choses se passent au pays, du coup, on n'a pas fait vraiment de grosses préparations. On a aussi une maison déjà au pays, on a un endroit là où vivre, on a déjà une voiture pour le déplacement on a eu à envoyer. Mais mis à part ça, il n'y a pas grande préparation. Mais comme je dis, la préparation doit se faire des deux côtés. En quittant, rassurez-vous que tout est correct ici. Et là où vous partez, rassurez-vous également que vous avez préparé le terrain. Donc, une fois que tout cela est prêt, on va passer à la 3e question.
Comment est-ce que vous comptez donc faire face aux problèmes une fois dans le pays de retour au Cameroun? Comment on va faire face aux problèmes? Je dirais, il y a plusieurs problèmes quand tu retournes. L'un des gros problèmes, selon moi, c'est les problèmes administratifs. Les problèmes administratifs, donc il faut se préparer à gérer ces problèmes-là. C'est pas des problèmes qu'on peut contourner sincèrement. On connaît tout comment les choses se passent là-bas quand il y a quand tu dois faire quelque chose, il faut à chaque fois que tu monnaies pour que ton dossier avance, il faut que tu monnaies pour que tu puisses être écouté. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire de cela, donc on est préparé à cela, vivre tous ces problèmes administratifs. Ensuite, il y a le problème familial. Donc, une fois que tu reviens, la famille ne va pas te lâcher. Alors, comment est-ce que tu vas gérer cette famille-là? Nous, de notre côté, en fait, franchement, il faut être, nous, en tout cas, moi, je serai le plus dur possible là. L'argent, je ne donne pas l'argent aux gens. D'accord, ça c'est quelque chose de totalement évité. Et aussi la manière dont je vais me présenter, que ce soit à ma famille, que ce soit aux amis, ça serait comme quelqu'un de... ça serait pareil comme quelqu'un qui vit en fait au Cameroun, quoi. Je ne vais pas venir montrer, peut-être me mettre des vêtements de marque, des chaussures de marque, montrer que je suis différent, des parfums, ceci, non. Je vais me tasser dans vraiment, ou même me mettre vraiment au niveau, même s'il faut marcher avec en babouche, je pense que c'est ce que je ferais. De toutes les façons, je suis quelqu'un de très simple, pas complexé par quoi que ce soit. Donc, je mets mes babouches, je mets mon cabas et voilà, on mange la même nourriture, on fait les mêmes choses. Donc, ça, c'est déjà la première chose à faire pour ne pas se situer à un palier supérieur comme beaucoup des gens de la diaspora le font. C'est une erreur très grave. Pareil, partout là où vous allez aller, les gens que vous allez rencontrer, mettez-vous vraiment à jour sur les comportements et essayez de matcher ces comportements-là pour passer incognito, quoi. Donc, c'est ça avec la famille. Ça serait la même chose tel qu'ici. Je ne sors pas l'argent, je ne donne pas l'argent aux gens. Si une personne vient me voir pour un problème, je lui dis également que bon voilà, moi aussi je suis dans les problèmes. C'est pour ça que je suis même au pays avec vous ici là. Donc on jongle aussi comme on peut jongler, quoi. C'est beaucoup plus ça. Soyez très très strict avec vos dépenses. Ne sortez pas l'argent n'importe comment. Sinon, vous allez vraiment vous retrouver à court d'argent. Pour les amis, franchement, les amis, c'est à mettre de côté. Pour être honnête, parce que lorsque vous arrivez, beaucoup de gens ne sont pas contents. Même si vous ne parlez pas de vos projets, déjà moi je ne vais pas parler de mes projets, sincèrement je ne vais pas montrer aux gens ce que je viens exactement faire. Je vais vraiment me tasser dans la foule, passer incognito. Donc, les seuls amis que je pourrais me faire, c'est exactement les gens qui vont m'aider, qui sont dans la même logique que moi, la même mouvance que moi. Ce sont ces gens-là que je vais chercher et ce sont ces gens-là que je vais côtoyer. Les amis d'enfance, les amis avec qui j'ai j'ai fait l'université, tout ça, c'est vraiment à mettre de côté là. Donc voilà ce qui concerne les différents problèmes, comment est-ce que les problèmes qui peuvent venir, que ce soit administratif, familial, amis, entourage, c'est vraiment d'être invisible, quoi. Voilà. Et montrer que tu n'as absolument rien. Tout ce que tu l'as perdu en baigne. C'est pour ça que tu te retrouves au pays. Que c'est même à eux-mêmes de pouvoir t'aider, quoi, parce que là c'est chaud, quoi. Donc c'est vraiment cette attitude qu'il faut montrer. Quatrième question, je vais pas rentrer dans toutes les questions, j'ai vraiment pris les questions les plus importantes.
Quatrième question, quel conseil donnerais-tu pour la réussite de tout projet de retour? J'ai déjà un peu parcouru en parlant du troisième point sur comment gérer les problèmes. Je pense que si vous arrivez à bien gérer ces problèmes-là, vous vous êtes déjà donné comme 50% de réussite dans ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que ne sortez pas, ne travaillez pas, ne sortez pas l'argent n'importe comment. Première chose, surtout avec la famille. Ne sortez pas n'importe comment avec les amis. Mettez-vous avec de très bonnes, des personnes vraiment qui vont vous aider. Mettez-vous dans un réseautage qui va vous aider vraiment à percer dans vos objectifs. Vous êtes là vraiment pour des objectifs très précis et tout ce qui tourne autour, là, vous ne devrez pas vraiment regarder. Concentrez-vous uniquement sur ce qui importe plus en vous connectant vraiment aux entrepreneurs, aux gens qui ont les mêmes visions que vous. Avec eux, vous allez aller très vite, quoi. Vous allez aller très vite. Donc ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Le deuxième conseil, c'est n'investissez pas votre argent, mais investissez vos pensées, investissez dans vos idées. Donc, beaucoup de personnes vont souvent avec assez d'argent. Je vois des gens avec des 50 000 qui partent avec des 50 000, des 20 000 $ pour investir. Et au final, ça échoue complètement et ils ont tout perdu. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour investir parce que concrètement, pour investir en Afrique, on n'a vraiment pas besoin de grosses sommes. Même dans la location, si vous devez faire la location des bureaux, c'est pas coûteux. Donc, évitez donc d'investir inutilement dans des choses pour faire des choses extraordinaires, des choses au standard européen. Vous allez vous faire très mal. Moi, je conseillerais de prendre peu d'argent, peut-être même 1 million, si vous allez même trop loin, 2 millions, que vous mettez vraiment de manière serrée dans ce qui importe le plus dans votre business, si c'est la location ou bien certaines infrastructures. Donc, et ensuite, tout va se jouer en fait dans la stratégie. Donc, il faut travailler la stratégie, il faut travailler les idées, il faut travailler le réseautage, il faut travailler les connexions, il faut faire travailler vos ménages. C'est là-bas, c'est dans ça que vous devez vraiment vous investir. Et votre argent, gardez-le le plus, dépensez-le le plus moindrement possible. Le plus souvent, vous investissez énormément lorsque vous atteignez déjà un certain nombre de résultats. C'est en ce moment que vous pouvez mettre des gros investissements. Donc, commencez vraiment petit. Commencez petit et faites le moins de dépenses possible. Donc, s'il faut aller louer des villas pour y vivre, ça, c'est pas correct. S'il faut s'acheter des grosses voitures pour rouler, ça, c'est pas correct, franchement. S'il y a possibilité de prendre le bus, d'aller en taxi, de prendre la moto, faites-le parce que les dépenses, ça va excessivement très vite, très vite. Et si vous dépensez votre capital dans des dépenses qui ne sont pas vraiment liées à l'évolution, la progression de votre entreprise, vous êtes en train de vous fourrer une bonne base sur le pied là. Ok. Le troisième conseil que je pourrais dire, c'est de n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de l'échec. Parce que chez nous, en fait, on voit vraiment l'échec comme étant quelque chose de très mal, en fait. Et c'est tellement dommage et parce que une fois que tu parles même de ton projet à quelqu'un, ah non, ça va pas réussir et tu t'entêtes, tu le lances et ce que les gens vont dire, ah je t'avais dit non, ah je t'avais dit non. Ça c'est terrible en fait parce que
Les gens prennent l'échec comme quelque chose de très mal, de très dommageable, alors que normalement ça devrait être vu comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que dans un échec, tu peux apprendre tellement, tellement de choses et le plus souvent, ça te booste même à pouvoir atteindre des objectifs que tu n'as pas eu à atteindre et ça te fait voir les choses différemment. Alors la culture des échecs, c'est quelque chose qu'on n'a pas et donc n'ayez pas peur de l'échec. Tout au contraire, ça doit pouvoir vous booster. Donc si vous arrivez, vous lancez votre projet et que ça ne marche pas, n'abandonnez pas. Trouvez, posez-vous des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et comment est-ce que je relance cela? Vous pouvez faire un break avant de relancer, mais n'abandonnez surtout pas. C'est normal que vous ayez un échec. Tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont toujours eu à faire face au moins à 5 ou 10, voire même 20 échecs, comme je vous dis, pour pouvoir réussir un projet. Donc, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui entreprennent de retourner au pays. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. Donc, moi, je reste encore dans mes préparations et je suis sûre que je vais vous partager toutes ces expériences-là que je suis en train de préparer, de me préparer à vivre. Donc, restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On reste connectés. N'hésitez pas de liker, de commenter